Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Lydie Adig. Bonsoir Lydie. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de mission institution à l'UDAF, Union départementale des associations familiales, et vous êtes là ce soir pour nous parler de cette journée qui aura lieu ce samedi, une journée de prévention de la radicalisation et de la violence. Vous nous direz de quoi il s'agit tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellouti. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler avec vous Pierre de ce collectif, le collectif des citoyens de Mayotte qui a remis aujourd'hui son mémorandum aux représentants du conseil départemental en l'absence du président. Vous nous direz comment les échanges se sont passés tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 19 octobre. Une rencontre entre les membres du collectif des citoyens de Mayotte et les représentants du conseil départemental a eu lieu ce matin. Objectif pour le collectif, faire passer ses revendications, à savoir la mise en place d'expulsions dans les logements illégaux, mais également la fermeture du service immigration. Plus d'informations en ouverture de votre journal. Ce matin, les salariés grévistes de la Somiva se sont réunis devant l'entrée de l'entreprise. Augmentation de salaire, prime de risque et de pénibilité, mise en place d'une mutuelle, les revendications sont nombreuses. Et s'ils militent depuis 6 mois auprès de leur direction, les grévistes affirment être reçus, mais pas entendus. Explication. Alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, les avait présentés le 4 octobre dernier, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu à Mayotte le lancement officiel des Assises des Outre-mer. Durant 7 mois, les acteurs du territoire vont se concerter sur les 7 thématiques retenues. Et si les institutionnels vont chapeauter ces projets, chaque citoyen est appelé à participer. Reportage. Ce jeudi, une délégation du collectif des citoyens de Mayotte a été reçue au conseil départemental. Le président de l'institution, Swabadine Ibrahim Ramadani, étant hors du territoire, c'est aux représentants du département que les membres du mouvement ont remis leur mémorandum. L'occasion d'échanger avec eux sur la situation actuelle de l'île au Lagon et des échanges au cours desquels le ton est parfois monté. Les explications avec Soni Chamsidine et Abbas Alidi. Échange tendu entre des citoyens remontés et leurs représentants. À l'hémicycle Younous Abamana, une délégation du collectif des citoyens de Mayotte brise les tabous et n'hésite pas à remettre les élus face à leurs responsabilités au vu de la situation rencontrée par le 101e département. Le foncier et ses installations illégales, un des nombreux points abordés ce jeudi au conseil départemental. Rien qu'à Mamoudzou, 6000 constructions clandestines sont recensées. La 3e vice-présidente du département reconnaît aujourd'hui une faille au niveau des pouvoirs publics. Il faut reconnaître que la situation est explosive ici à Mayotte. Je pense que tous les élus doivent maintenant prendre conscience de l'ampleur des problèmes qu'on expose nos administrés. Aujourd'hui, on a évoqué le problème du foncier. Ils nous ont remis leurs réflexions, donc nous allons nous voir rapidement. Il y aura une autre réunion avec les communes, mais aussi les services de l'État pour discuter ensemble de ce problème. Des Mahorais en colère et excédés par un fléau en propagation sur le territoire. À la fin de la réunion, ce sont encore des Mahorais à la recherche d'un remède pour soigner ces maux. J'attendais quand même à une réponse ferme, mais là on nous a proposé, c'est une proposition, c'est pas la réponse que j'attendais, désolé, mais c'est pas la réponse. Parce que il n'y a personne qui n'est pas au courant de ce qui se passe à Mayotte actuellement. Personne, même les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, ils savent ce qui se passe à Mayotte. Mais il manque les réactions. On nous dit, l'État nous disait, les Mahorais, mettez-vous calme, on va faire notre travail. C'est faux. L'idée de décasage refait désormais surface dans l'île au Lagon. Pour éviter cette issue, le collectif des citoyens de Mayotte a remis en fin de matinée un arrêté de péril imminent à la conseillère départementale.
Une mesure dans le but de procéder à la destruction des habitats jugés occultes et garantir la sécurité publique. On vient de le voir, Pierre, les échanges étaient musclés aujourd'hui à l'hémicycle Sabamana entre les représentants et les membres de ce collectif suite à la remise de ce mémorandum. Oui, on l'a vu, des cris, des larmes même. C'est une exaspération qui est là depuis des années, qui explose. Et c'est vrai qu'on l'a dit, répété à de nombreuses reprises, c'était le risque. C'est le risque. C'est qu'après toutes ces années, après tout ce qui s'est passé sur ce territoire, tout ce qui se passe encore aujourd'hui, ce sentiment d'avoir été délaissé, d'être délaissé par l'État, ça peut se radicaliser et ça peut éclater à tout moment. On l'a vu lors des décasages il y a un peu plus d'un an de cela, en 2016. Aujourd'hui, on est à nouveau dans cet état de fait avec une menace de décasage. Dans la foulée, ils sont allés dans le village de Mramadoudou où effectivement ils ont fait du porte-à-porte en annonçant aux personnes qui occupaient, selon eux, des habitations illégales, qu'ils avaient une semaine pour quitter les lieux. Donc voilà, on est effectivement dans le retour des décasages, parce que depuis 2016, effectivement, il y a eu le changement de préfet, un nouveau préfet est arrivé, qui a tant bien que mal déjà tenté de résoudre la crise des expulsés. Il y a eu depuis une augmentation, encore une accélération, j'allais dire, des reconduites à la frontière, mais je crois que le collectif des citoyens de Mayotte et puis toutes ces associations qui le composent, même si on va en parler, il y a des désaccords au sein de ce collectif, ils attendent véritablement, c'est sûr qu'il y a eu aussi des élections, mais ils attendent des mesures fortes. Il y a eu, en plus, depuis 2016, cette feuille de route qui a jeté encore de l'huile sur le feu. Donc forcément, on est dans un climat explosif, une sorte de cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Et il ne faut pas que ça explose, il faut vraiment que les autorités elles prennent conscience et que les élus aussi prennent conscience. Justement, on a vu une remise en cause de l'État, mais aussi des élus locaux, parce qu'on a vu ces personnes qui remettent en cause l'implication des élus, que ce soit parlementaires ou élus départementaux, dans cette affaire de défendre les intérêts de Mayotte. Tout à fait, parce que l'immobilisme... Pour ces personnes, il n'est pas uniquement du fait de l'État. On ne peut pas toujours tout remettre sur le dos de l'État. Effectivement, l'État a sa part de responsabilité parce que l'État doit assurer les fonctions régaliennes et sur le territoire, elles ne le sont pas. Maintenant, les élus ont aussi une grande partition à jouer, primordiale, et on le voit à tous les niveaux. On va le voir pour les contrats aidés où aujourd'hui, ils montent au créneau, mais dans d'autres territoires, on sait qu'ils sont montés au créneau en amont et ça a permis justement d'obtenir des résultats. Et ça, il faut aussi que les élus ils jouent leur part, qu'ils jouent leur rôle, parce que c'est leur rôle, ils sont représentants, ils ont été élus pour représenter la population. Alors, le collectif de Mayotte ne représente pas la population à lui seul, loin de là. Maintenant, il est effectivement le représentant d'une colère qui existe au sein de la société mahoraise, qui est très très forte et qui aujourd'hui explose au grand jour, qui a déjà explosé et qui va continuer à exploser au grand jour. Et c'est maintenant qu'il faut absolument agir. Il faut que les services de l'État prennent la mesure de la colère qui est présente sur le territoire et qu'il y ait des mesures rapides et aussi que le gouvernement en prenne conscience. Or, ce qui s'est passé avec la feuille de route, c'est pas allé du tout dans le sens de cette colère, bien au contraire, ça l'a alimenté. Depuis cette feuille de route, les choses ont basculé, Pierre. Les Mahorais sont vraiment en colère, mais là maintenant on passe à la phase supérieure, on se veut force de proposition, on n'attend plus que ça vienne, mais on veut aussi participer. Oui, c'est aussi ça qu'il faut, je crois, souligner, c'est qu'aujourd'hui, et c'est finalement ce qui ressort aussi de cette réunion, où ils ont dit aux élus, on ne vous fait plus confiance, c'est fini. À partir de maintenant, c'est nous qui allons prendre les choses en main, avec les dérives forcément qui peuvent suivre parce que s'il y a à nouveau des décasages, forcément il y aura des dérives, forcément on est sur des risques de tension communautaire et des risques d'affrontement même. Donc c'est bien qu'il y ait cette force de proposition. Maintenant on se dit qu'il faut tout de suite qu'elle soit récupérée par les élus, qu'elle soit, j'allais dire, institutionnalisée afin que justement on n'en arrive pas à des extrêmes. Voilà, donc on a cessé de le répéter ces derniers mois, ces dernières années, cessé de répéter qu'il y avait urgence à agir.
Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, en tout cas pas suffisamment. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, il y a des assises des Outre-mer, ça évolue, il y a du développement à Mayotte. Mais oui, on va en parler, mais il y a une colère qui est là, qui est liée à une situation globale où il y a des grosses problématiques dans de nombreux domaines, des problématiques de fond qui ne sont pas résolues à l'heure actuelle et qui forcément amènent à cette situation et à ce collectif aussi. Un dernier mot, Amina, avant de vous quitter. On a vu qu'au sein du collectif, le CODIM a réagi aujourd'hui pour expliquer que finalement il se désolidarisait avec ce qui se passait à Ramadoudou, que eux n'appelaient pas au décasage pour le moment, mais que ils attendent aussi des réponses rapides de l'État, sans quoi ils se joindront au collectif. Ils en font partie, ils gardent leur indépendance. On l'a vu aussi ce matin, il y a eu un peu des discussions houleuses entre certains membres des différents collectifs, des différentes associations. Voilà. Et donc effectivement, on sent que les tensions sont telles que même au sein du collectif, on n'est pas d'accord sur les méthodes et sur les actions qui vont être menées dans les prochains jours, prochaines semaines. De cette vigilance face au risque de dérive de ces différents mouvements. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et il y a 2 semaines, le lycée du Nord était le théâtre de nouvelles violences. À la suite des événements, des élèves ont annoncé vouloir organiser une grande manifestation pour interpeller le préfet sur la problématique des violences aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires de l'île. Ce matin, 2 représentants d'élèves ont pu partager le plateau de la matinale avec la vice-rectrice Nathalie Costantini. Cette dernière s'est dite prête à prendre part aux futures réunions qui seront organisées, et ce, afin de trouver des solutions pérennes face au fléau de la violence. Écoutons ses propos au micro de Patrick Mian. En effet, l'établissement doit être fermé, il doit être sécurisé pour faire en sorte que les élèves soient tranquilles pour pouvoir apprendre. En tout cas, je comprends tout à fait qu'ils aient besoin de manifester leur colère. Oui. Le moyen qu'ils utiliseront leur appartient, mais je comprends tout à fait cela et je suis plutôt très contente que chacun justement s'engage par rapport à ça. Nous avons fait un CHSCT spécial que le secrétaire général a conduit sur la sécurité pour justement mettre en évidence tout un tas de mesures qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre. Que les élèves nous fassent part aussi de leurs propositions, c'est quelque chose qui est très intéressant et on peut d'ailleurs proposer, moi je vous propose que dans chaque établissement, il y ait une action qui soit menée pour qu'ensuite on réunisse l'ensemble des délégués représentants de chaque établissement et qu'on fasse une réunion avec vous pour qu'on identifie des propositions et des mesures qui seront mises en œuvre dans tous les établissements scolaires. Et on reste toujours en matière d'éducation et surtout avec de la violence, toujours avec Lydie Adig qui est notre invitée. Vous êtes chargée de mission institution à l'UDAF. Donc on a parlé de cette journée de samedi 21 octobre qui sera consacrée à la radicalisation et à la violence. Alors qu'en est-il très exactement, Lydie ? Bonsoir. Alors la journée, comme vous l'avez dit, ça sera ce samedi, le 21 octobre. Ça sera ce samedi, le 21 octobre. C'est une journée de radicalisation et de prévention de la radicalisation et de prévention de la délinquance. Et la journée, ce sera au lycée de Petite-Terre. C'est une journée organisée par l'UDAF en partenariat avec le CCS de Dodi Laboratoire, le CCS de Pamandzi, une association qui s'appelle MAN et co-organisée également par la préfecture de Mayotte. Alors l'idée c'est quoi? C'est de faire partager des idées, c'est d'échanger autour de ces thématiques avec les institutions en incluant les familles? Oui, alors la journée sera divisée en 2. La matinée sera à destination des parents. L'optique pour cette journée-là, ça s'organisera autour de 3 ateliers, voire plus, tout dépendra des personnes qui seront là. Et l'optique, c'est que des professionnels puissent échanger avec les parents sur 3 questions, à savoir qu'est-ce que la radicalisation, comment détecter la radicalisation de mon enfant et comment faire en cas de radicalisation de mon enfant. Alors du coup, l'UDAF, on sait qu'elle agit sur d'autres actions. Clairement, aujourd'hui, on en est où, l'UDAF, Lydie? Actuellement, l'UDAF, comme vous l'avez dit, on a plusieurs actions avec plusieurs associations. Donc, nous, on a déjà des actions internes à l'UDAF, mais aussi l'UDAF accompagne l'ensemble des associations familiales sur le développement de leur association, le développement de leur action. Donc, tout dépend en gros des besoins des associations. Nous, on s'adapte et on essaie de les accompagner comme on peut. Alors, du coup, l'UDAF regroupe combien d'associations au total et comment elles agissent entre elles? Alors actuellement, l'UDAF a agréé 18 associations
et nous avons 15 associations qui sont en cours d'agrément. L'optique pour nous, c'est, comme je l'ai dit, c'est qu'on travaille avec ces associations-là, développer le tissu associatif dans le département, mais aussi encourager le partenariat entre ces différentes associations, parce que nous savons qu'à Mayotte, il y a beaucoup d'associations qui font des choses bien, et en les regroupant, on espère qu'au fil du temps, ces associations-là puissent travailler ensemble, que nous, l'UDAF, nous travaillons avec ces associations-là, mais qu'eux aussi, ils puissent travailler ensemble afin de mettre en place des actions communes. Alors du coup, vous avez été reçu récemment, il y a quelques temps, à Paris. Ça a donné quoi, cette rencontre ? C'était le président et la directrice de l'UDAF qui étaient effectivement à Paris. L'optique avec ces déplacements, c'est que nous puissions voir au niveau national ce qui se fait. C'est que nous puissions aussi développer des partenariats au niveau national, parce que comme l'UDAF, il y a l'UDAF, mais derrière l'UDAF, il y a l'UNAF. C'est l'Union nationale des associations familiales. C'est elle qui accompagne l'UDAF. Donc la rencontre, ça s'est plutôt bien passé, des retours que j'ai eus. Et ils ont aussi eu des formations sur la radicalisation. Donc l'optique, c'est toujours d'apprendre plus pour essayer de venir sur le département et d'échanger avec les différents partenaires pour qu'on puisse ensemble mettre en place des actions qui répondent aux besoins des familles. Et surtout, pour ce qui est de la radicalisation, nous savons tout ce qui se passe dans le département, le fléau lié à la délinquance, à la violence. Donc, nous essayons à notre niveau de travailler pour les familles et d'essayer d'accompagner ces familles-là dans ces différentes thématiques. Alors, c'est la première journée du genre. Qu'est-ce qui vous a poussé à la mettre en place ? Alors, en fait, cette journée-là, on va dire, c'est un projet départemental. Nous commençons aujourd'hui par la Petite Terre, mais l'optique, ça serait de pouvoir faire la même action dans les autres communes. Et on l'organisera sans doute de la même façon, avoir les mêmes partenaires, mais aussi l'optique, en travaillant avec les autres communes, de voir aussi comment est-ce que la violence est vue dans ces communes-là et essayer d'adapter le programme de la journée en fonction de la commune. D'accord, donc là, ce n'est pas un programme qui est unique pour le département, c'est de commune par commune en fait. Voilà. Vous allez allez voir, vous allez travailler sur les projets qui seront adaptés. Oui, parce qu'avant d'organiser les journées, on assiste à des réunions de sécurité. L'optique avec ces réunions-là, c'est justement de savoir ce qui se passe dans cette commune-là pour essayer d'adapter le programme en fonction de la commune. Alors juste un rappel de la journée, des horaires, Lydie, pour samedi. Alors pour samedi, nous accueillerons le public à partir de 8h. Comme je l'ai dit, la matinée sera à destination des parents autour des ateliers. L'après-midi, nous accueillerons plutôt les plus jeunes, les enfants. Ce sera les enfants et les parents parce qu'on a une association qui sera là avec nous, qui mettra en place des jeux éducatifs, l'association MAN. On aura aussi l'intervention du capitaine Chamassi qui sera là aussi avec nous. Mais surtout, pour cette journée-là, on aura également une association, l'école du civisme, l'association Les Demain pour les enfants, l'école d'Achri, qui sera là en qualité d'invité d'honneur. Avec une belle chorale qui sera proposée. Exactement. Merci beaucoup Lydie pour toutes ces précisions. Et rendez-vous est pris justement ce samedi du côté de la Petite Terre. Éducation toujours, cet après-midi, le conseil départemental et la mairie de Mamoudzou ont organisé une conférence de presse qui avait pour objet principal les contrats aidés. En effet, la commune de Mamoudzou a reçu un courrier indiquant que l'enveloppe des contrats aidés pour le second trimestre 2017 allait être largement revue à la baisse, une dotation divisée par 2 et ce malgré les engagements du gouvernement. Dans ces conditions, les élus du chef-lieu et ceux du conseil départemental montent au créneau et invitent l'État à rapidement revoir sa copie. Le point dans ce sujet signé Bastien Sabouret, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La pilule ne passe pas. Le 12 octobre dernier, la préfecture a annoncé par le biais d'un courrier destiné au maire de Mamoudzou que les contrats aidés allaient être divisés par 2 au second trimestre 2017. Une décision pour laquelle le maire du chef-lieu a pris acte, lui qui s'apprête à ne pas rouvrir les écoles de la commune ce lundi 23 octobre. L'ensemble des établissements seront fermés. Tous seront fermés. On va les inviter à rester chez eux. On n'a pas le choix, puisque pourquoi les faire venir alors que les conditions ne sont pas réunies? Les enfants sont déjà habitués à travailler dans de bonnes conditions d'hygiène et de propreté, alors qu'il n'y aura pas
du personnel pour l'entretien des établissements, il n'y aura pas du personnel pour la sécurisation. Quand vous savez à Mamoudzou, la délinquance, le raquage et tout ceci. Donc nous, on ne peut pas prendre le risque d'envoyer les enfants et puis prendre cette responsabilité. Nous, on ne peut pas. La seule commune de Mamoudzou scolarise 16 168 élèves, ce qui est considérable. Néanmoins, toutes les communes de l'île vont être impactées par ces réductions budgétaires, ce qui pousse le conseil départemental à réagir. Lors de la dernière commission permanente que nous avons faite au niveau du conseil départemental, mais il ne vous a pas échappé que la conférence était commune avec la mairie de Mamoudzou parce qu'au fond, au-delà du département, c'est tout le territoire, c'est aussi la grande commune de Mayotte qui est la mairie de Mamoudzou qui sommes concernés par le problème des emplois aidés. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un quota et d'un contrat avec l'État qui n'est pas respecté puisque je vous rappelle que nous avons signé une convention annuelle avec l'État et au beau milieu du chemin, on vous explique qu'on ne va pas pouvoir honorer ce contrat. Qu'est-ce qu'on fait? Derrière, ce sont des personnes fragiles, bénéficiaires de RSA, qui sont en insertion chez nous. Derrière, ce sont des médiateurs scolaires qui sont dans les bus de transport scolaire qui transportent nos enfants à l'école et qui assurent la sécurité. Et c'est ça qu'on ne va pas pouvoir faire demain. Quel message on envoie à la population? Le message envoyé n'est pas du goût de tous, d'autant que dans le même temps, le nombre des emplois aidés a été augmenté à La Réunion, tandis qu'en Guadeloupe, grâce au travail de lobbying des élus, le maintien des quotas actuels a été obtenu il y a quelques jours. De quoi pousser les élus mahorais à faire à leur tour pression sur l'État. Chacun prendra ses responsabilités. Donc nous, de notre côté, nous prenons le nôtre, mais aussi il appartient aux autres de prendre les leurs. Vraiment, on espère que le bon sens l'emportera et que l'État comprendra vite qu'ils ne peuvent pas nous faire ça au beau milieu du chemin et qu'on va réparer ça assez rapidement. Mais si ça n'est pas fait, évidemment qu'on envisagerait d'autres actions, mais ça sera d'une manière concertée avec tous les autres élus de ce territoire pour voir ensemble ce qu'on envisage de faire à ce moment-là. Conseillers municipaux, conseillers départementaux, tous sont bien décidés à ne pas laisser l'État changer les règles du contrat pour lequel il s'est engagé. Et venons-en maintenant à ce mouvement de grève entamé ce matin par les salariés de la Somiva. Les grévistes sont ainsi restés devant la société située à Kaweni, près de la Colasse. À leur côté, pour les soutenir, les représentants de la CFDT. Pour ce qui est des revendications, elles sont nombreuses. Elles vont de l'augmentation des salaires à hauteur de 15%, le 13e mois, l'attribution de diverses primes, dont celles liées à la pénibilité du travail ou encore l'accès à une mutuelle. De son côté, la direction se dit prête à en discuter, mais sans la présence de la CFDT. Bastien Sabouré nous en dit davantage. Tout ne roule pas ce matin à la Somiva. La CFDT a investi l'entrée de la société. Le syndicat vient soutenir les salariés dans leurs différentes revendications. Une augmentation de salaire à 15%, des primes pour la manipulation des matières dangereuses et pour la pénibilité des travailleurs de nuit, une mutuelle, un 13e mois et une prime d'intéressement et participation. Le directeur vient à la rencontre de ses salariés afin d'ouvrir le dialogue. Il faut discuter avec les délégués, juste discuter. Pas entamer les discussions, d'accord? Nous, ce que l'on souhaite, c'est juste avoir une introduction sans la présence de M. Balachi, de la CFDT. Excusez-moi, voilà. aujourd'hui, ce sera tout. Ça ce n'est pas... Bon, merci beaucoup de votre comportement. Du côté de la Somiva, on est d'accord pour entamer une discussion avec les délégués du personnel, mais pas avec les représentants de la CFDT. Après tout, ces derniers n'ont rien à voir dans l'histoire, ils ne sont pas salariés. Les problèmes en interne ne les concernent pas. Nous essayons d'avoir un dialogue social, et ça de tout temps, avec nos salariés. Je constate que l'introduction de la CFDT dans les négociations ne permet aucun dialogue. C'est catastrophique. Il n'y a aucune possibilité de dialoguer. Nous souhaitons avoir des négociations avec nos salariés. Monsieur Balachi nous en empêche. Si tout se passait bien dans l'établissement, pourquoi est-ce que les salariés se mettraient en grève aujourd'hui? Alors, à partir du moment qu'il y a des doléances qui ont été soumises pour qu'on puisse trouver des solutions et répondre aux besoins des salariés, et que ces doléances n'ont pas eu de réponse, c'est pour cette raison que ces salariés
ces salariés sont en grève aujourd'hui. Les salariés, quant à eux, ne pensent pas avoir la même façon de communiquer. Pour eux, les réunions existent et ils sont bel et bien écoutés. Seulement le problème, c'est qu'ils ne sont pas entendus. La discussion serait déjà entamée depuis 6 mois et depuis lors, rien n'a avancé. Du côté du patronat, on reste suspicieux des changements que pourrait engendrer la loi travail en 2018. Qu'est-ce qui va se passer en 2018 en termes de charges salariales, puisque le Code du travail métropolitain va s'appliquer. Aujourd'hui, on est incapable de dire à quelle sauce on sera mangé. Nous savons d'ores et déjà que nous passerons de 39 heures à 35 heures, soit 4 heures de moins par semaine pour l'ensemble des employés. C'est compliqué d'entamer des sujets fixes 2 mois avant l'application de ces nouvelles mesures. Si des mesures d'augmentation de salaire ne semblent donc pas être à l'ordre du jour, des propositions ont pourtant été élaborées pour patienter jusqu'à 2018. Encore faut-il pouvoir les communiquer aux salariés qui attendent toujours à l'extérieur. Nous avons réfléchi à des méthodes d'encouragement sous forme de primes mensuelles, de primes annuelles. Nous souhaitons les proposer à nos salariés. Aujourd'hui, on a l'incapacité de faire cette proposition parce que tout simplement, nous sommes bloqués par le syndicat. Le syndicat, lui, s'inquiète pour les salariés et refuse de les laisser y aller seuls. Si la Somiva a des propositions à faire, qu'elle les fasse devant lui. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce jeudi 19 octobre. Tout de suite, un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Le 1er janvier 2018, le Code du travail de droit commun doit s'appliquer pour partie à Mayotte. Suite à un texte datant d'il y a quelques mois, il devait être accompagné par la mise en place du Conseil des prud'hommes. Néanmoins, l'État a fait marche arrière et les syndicats salariés et patronaux ont décidé de ne pas désigner d'assesseurs au tribunal du travail en remplacement de ceux dont le mandat expire le 21 décembre 2017. Cela va de fait entraîner la paralysie du tribunal du travail. Une lettre notifiant cette décision a été envoyée au ministre du Travail, des Outre-mer et de la Justice. Selon le MEDEF, je cite, « La décision des partenaires sociaux est largement motivée par le fait que Paris a considéré que nous n'avions pas les compétences pour être conseillers prud'homaux alors que nous siégeons depuis des années au tribunal du travail. » Le Parlement européen vient d'adopter à la quasi-unanimité un rapport du député Younous Omarji qui demandait à ce que s'ouvrent réellement aux régions ultra-périphériques les fonds européens pour la recherche, l'environnement, l'éducation, la culture, les transports, l'énergie et les télécommunications par la mise en œuvre de programmes spécifiques et dédiés. 4 millions d'euros seront ainsi mis à disposition de 2018 à 2020 pour la recherche et l'innovation dans les outre-mer français, espagnols et portugais. Pour le député européen, c'est très positif car la Commission envoie le signal qu'elle s'inscrit dans la volonté de mettre en œuvre immédiatement, quand cela est possible, les propositions votées par le Parlement européen. C'est un premier pas en avant aussi pour permettre aux acteurs ultramarins de la recherche et de l'innovation de mieux bénéficier de certains fonds européens dont les conditions d'accès leur restent largement défavorables. La CSSM et la RSOI souhaitent poursuivre leur soutien aux professionnels de santé envisageant de s'installer sur le territoire. À ce titre, un nouveau contrat vient d'être signé entre les deux institutions afin de favoriser l'installation et le maintien des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès. L'objet du contrat est la mise en place d'une aide forfaitaire versée pour moitié au moment de l'installation du médecin sur Mayotte et au bout d'1 an d'activité. Le médecin s'engage ainsi à exercer sur l'île pendant une durée de 5 années consécutives à compter de la date d'adhésion au contrat. Il doit par ailleurs exercer son activité au sein d'un groupe, d'une communauté professionnelle territoriale de santé, d'une équipe de soins, dans un délai de 2 ans, à la date de signature du contrat, et ce jusqu'à la date de fin de validité. Enfin, les bénéficiaires doivent également proposer aux patients du territoire une offre de soins d'au moins 2 jours et demi par semaine, au titre de leur activité libérale dans la zone.
Et pour terminer, direction la préfecture où avait lieu ce matin la première réunion du comité départemental d'orientation chargé d'orienter et d'organiser les assises des Outre-mer à Mayotte. Ainsi, durant 7 mois, les pouvoirs publics et les différents acteurs locaux ainsi que les membres de la société civile devront réfléchir ensemble sur les thématiques qui intéressent le 101e département et faire part de propositions. Une conférence de presse est tenue ce matin pour en expliquer les tenants et aboutissants. Le reportage d'Adèle Laurent. 7 mois pour réinventer l'avenir de son territoire. C'est dans ces termes qu'Annick Girardin décrit les assises des Outre-mer. La réunion de lancement officiel à Mayotte a eu lieu ce matin. Objectif, définir la méthode et le calendrier, organiser les ateliers de travail qui seront mis en place et le suivi de ces assises. 7 ateliers ont été retenus sur des thématiques qui correspondent à la réalité du territoire mahorais. Frédéric Vaux nous en dit plus. Vous avez évidemment tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, le développement des entreprises, les aspects sanitaires et sociaux, la sécurité et l'immigration, la coopération régionale. Donc ça, c'est notre feuille de route thématique. Les assises ici vont être organisées sur cette base-là. Mais le comité d'orientation est là aussi pour faire vivre les assises. Et si au cours de tous ces travaux, d'autres thèmes émergent, on les prendra en compte, bien entendu. Des ateliers de réflexion qui débuteront à la fin du mois d'octobre et qui devraient aboutir sur des projets concrets. Mais encore faut-il avoir les fonds pour les réaliser. Concernant les financements, le préfet de Mayotte se veut rassurant. On a déjà tout ce qui est disponible ici au travers de la programmation. La dimension financière au-delà, je pense que ça sera un des éléments de prise en compte dans le livre bleu. Sur les projets concrets, nous avons les marges de manœuvre possibles sur le contrat de plan, sur les fonds européens, sur les dotations annuelles, pour pouvoir faire partir ceux qui sont mûrs le plus vite possible. Et ce temps de réflexion s'articulera autour de 2 pôles. Le travail institutionnel et local, mais aussi la démarche participative et citoyenne. Nous avons aussi beaucoup abordé la question de la consultation de la population. Il y a actuellement un questionnaire très simple qui est en ligne sur Internet et auquel tous nos concitoyens mahorais peuvent répondre. Nous allons aussi organiser des réunions publiques dans les territoires, à la fois des réunions tout publiques et puis des réunions spécialement orientées vers la jeunesse. Les assises des Outre-mer devraient déboucher en mai 2018 sur le livre bleu Outre-mer, une synthèse des travaux effectués. Un travail d'intégration dans les politiques publiques nationales sera ensuite mené à partir du milieu de l'année prochaine. En attendant, chacun peut d'ores et déjà s'exprimer sur les priorités du territoire sur le site des Assises des Outre-mer et contribuer à l'élaboration des propositions en adressant un courriel à l'adresse email qui s'affiche en bas de votre écran. L'objectif étant que les propositions des Outre-mer soient entendues et prises en compte dans les choix que le gouvernement aura à faire demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.